C'est le Et bordel. voilà, encore 2 heures Mais j'ai perdues. pas le temps. Ouais, c'est toujours Je vais pareil. finir tard aujourd'hui. Encore un appel? Bienvenue dans Ligne et Construction, témoignages et leçons. Je m'appelle Paul Rieux, consultant spécialisé dans l'accompagnement en ligne des PME de la construction. Dans ce podcast, coproduit par la Fédération française du bâtiment d'Occitanie et par Bâtisse Compétences Occitanie, je vous propose de découvrir les transformations vécues par les entreprises du secteur qui ont commencé leur parcours 2024-2025. Alors je suis cette fois avec Laurie Bouchena de chez Boulz Électricité. Laurie, est-ce que tu peux, pour commencer, dire quelques mots à propos de ton entreprise ? Bonjour, alors entreprise Boulz Électricité, donc c'est une société qui existe depuis 1986 sur Alès. On est une entreprise familiale qui a été fondée donc par mon père. L'activité principale c'est donc l'électricité générale qui s'adresse principalement aux particuliers sur de la rénovation et on s'est diversifié voilà plus d'une dizaine d'années sur le photovoltaïque et la climatisation. Donc à l'heure actuelle on a 5 techniciens, 2 apprentis et donc ça va faire 3 ans qu'on a repris l'activité avec mon frère Vincent. Mais ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, contrairement aux autres entreprises de ce podcast. On a commencé un petit peu plus tôt. Est-ce que tu peux expliquer, pour se remettre dans le contexte aussi, pourquoi est-ce qu'on a commencé une démarche il y a 2 ans? Qu'est-ce qui a fait que, je pense que ça venait de toi, que cette démarche a commencé? Alors ça a été une question d'opportunité, ça faisait à peu près 6 mois qu'on était là, donc le temps de trouver un petit peu nos repères et de voir comment nous on souhaitait fonctionner. J'ai été approchée par la Fédération du bâtiment qui nous a parlé donc de cet appel à candidature en nous expliquant tout l'intérêt que ça pouvait nous porter. Le problème initial c'était surtout au niveau du dépôt. On a des locaux qui sont assez vastes mais qui manquaient d'organisation et qui étaient utilisés par beaucoup de matériel stocké là au cas où. Voilà, c'était le au cas où et donc on avait un gros challenge pour remettre de l'ordre dans tout ça pour essayer d'optimiser ce dépôt. Alors c'est vrai, on s'est amusé à calculer un ratio. Il y avait à peu près 60 mètres carrés de stockage par salarié, ce qui est phénoménal. Est-ce que tu peux préciser un petit peu d'où vient ce déclic, se dire, en fait, on a un dépôt, on a peut-être besoin de se lancer dans quelque chose. C'est quand même spécial de se dire, on a un dépôt qu'on aimerait mieux maîtriser, démarrons une démarche. Est-ce que tu peux préciser un petit peu le pourquoi ou le déclic ? Eh bien, en fait, on est arrivé comme nouveau salarié, finalement. Vincent avait travaillé là il y a quelques années, mais on redébarquait, on va dire. Et on s'est dit, mais quand on connaît pas, on ne sait pas où trouver les choses. Donc, forcément, on perd du temps, on perd de l'argent. Et donc, ça a été un de nos chantiers qu'on a jugé comme prioritaire pour gagner ce temps-là qu'on peut perdre au quotidien, tant nous en tant que gérants que les salariés qui vont sur les chantiers. Alors, ce dépôt, ça a été d'ailleurs de mémoire notre premier combat. Est-ce que tu peux raconter aux gens qui écoutent comment s'est déroulé ce premier combat? Alors, moi j'ai une petite idée, mais je trouve que c'est toujours intéressant de voir le point de vue de la personne qui le mène. Alors combat est le bon mot effectivement. Il a fallu relever les manches. On est descendu ensemble. On est allé faire le tour de ce dépôt pour voir vraiment ce qu'il en était, savoir quels étaient nos objectifs. On était donc plusieurs décisionnaires, il a fallu que tout le monde soit d'accord. Et on a pris le temps de vraiment regarder zone par zone ce qu'il y avait à l'heure actuelle et de faire une projection sur ce qu'on souhaitait mettre en place. Donc on a mis en place un nouveau schéma de réorganisation, on a défini des zones et on a surtout utilisé la méthode des 5S. On parle de zones, il me semble qu'il y en avait au moins une demi-douzaine. On a saucissonné le dépôt entier en à peu près peut-être 6 à 9, je sais plus exactement, petites zones pour que ça soit des combats faciles à gagner et pas des batailles dans lesquelles on se perd. Est-ce que tu peux raconter justement cet épisode 5S? D'ailleurs, il me semble que tout le monde a été partie prenante dans cette phase-là. Oui, on a intégré les salariés pour qu'ils soient également, qui participent au projet. L'idée, ça a été déjà de faire un tri par zone, de voir ce qu'il y avait à éliminer, ce qu'il y avait à conserver. On a dû optimiser à trouver vraiment quel était le meilleur angle d'attaque, parce qu'il y avait quand même l'activité qui continue à fonctionner. C'est un chantier qui a duré sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, il a fallu mener de front l'activité quotidienne et cette réorganisation. Donc, la réorganisation ne devait pas impacter l'activité quotidienne. Et donc, l'angle d'attaque, ça a été de choisir zone par zone. On les a pris les unes après les autres, en fonction de nos disponibilités. On a fait un gros tri pour éliminer ce qui, même si pour être utile un jour au cas où, prenait de la place.
On a fait donc du tri, on a nettoyé et on a réorganisé en fonction de ce qui avait été défini. Donc on a désormais une zone de réception, on a une zone de stockage en ce qui concerne la photovoltaïque, le photovoltaïque, une zone en ce qui concerne la climatisation. On a permis aux véhicules de pouvoir se garer à l'intérieur, ce qui n'était plus possible depuis un certain nombre d'années. On a redéfini les zones au niveau du tri, donc on a plusieurs bacs de tri pour permettre le recyclage des déchets. Et on a après une nouvelle zone qui concerne les retours chantiers, donc pour optimiser ce matériel qui revient de chantier, qui parfois soit est perdu, soit n'est pas bien rangé, ne permet pas d'être réutilisé. On a eu un autre chantier avec tout le magasin, où là on avait un espace qui était très sombre et pas du tout pratique pour la circulation. Donc maintenant on permet aux magasiniers de gagner du temps et surtout d'avoir une visibilité sur chacun des éléments qui sont présents dans le magasin, de pouvoir assurer un réapprovisionnement optimisé et de gagner du temps le matin dans la préparation. Alors c'est vrai que le premier temps perdu le matin, ça peut paraître tout bête, mais quand on a oublié de savoir le voir, on le voit plus. C'est le temps qu'on peut mettre entre le magasin et les allers-retours jusqu'à la bagnole. Et puis j'ai oublié de prendre un interrupteur, et puis j'ai oublié de prendre une bobine de câble. Et c'est vrai que le simple fait de pouvoir mettre les voitures à l'intérieur, ça fait gagner par-ci, par-là, ça fait gagner un temps considérable quand on cumule. Il y avait aussi tout un côté réappropriation du dépôt. Quelque part, on apprend à savoir ce qu'il y a dedans. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on arrivait avec ce grand espace où il y en avait de partout, on savait pas trop où aller. Et l'idée, c'est que tout nouvel arrivant puisse savoir où trouver ce dont il avait besoin. Donc, nous, on s'est retrouvés dans cette situation à ne pas savoir où étaient les choses. Donc, on a voulu que tout le monde puisse gagner du temps et trouver ce qu'il cherchait rapidement. Alors ça a été le premier chantier, quelque part, le premier gros sujet, donc le dépôt, le 5S dépôt profond. Ça fait 2 ans quand même que la démarche Lean opère chez Bouygues Électricité. Est-ce qu'il y a eu des grands jalons, des grands chapitres dans cette démarche depuis 2 ans? Effectivement, ça a été une grande étape de réaliser donc la réorganisation de ce dépôt, qui bien sûr est toujours perfectible, puisque la difficulté dans ce type de démarche, c'est de l'entretenir et de le tenir au quotidien. Donc on y travaille encore pour pouvoir ne pas perdre les fruits de notre travail. Et ensuite, il y a eu d'autres jalons, comme tu dis. L'analyse Lean a permis en fait de faire remonter d'autres problématiques et de travailler sur d'autres problèmes de fond qu'on ne voyait pas forcément au premier abord. Quand on se pose la question dans une entreprise, quel est le problème et sur quoi on peut travailler, on ne les voit pas forcément ces problèmes parce que finalement on s'y est habitué. C'est vrai qu'on a fait donc un exercice Lean qui est assez classique mais terriblement puissant, qui s'appelle la VSM, Value Stream Mapping, ou cartographie de la chaîne de la valeur, sur laquelle il me semble qu'on a fait une cartographie qui clignotait dans tous les sens, parce que on pouvait trouver des pistes de progrès sur pratiquement chacune des étapes du processus, mais c'était pas forcément des étapes de progrès qui étaient immenses. Il y avait juste 1 million de petits pas à faire. Effectivement, c'est ça qui est super, c'est de se dire il n'y a pas forcément d'énormes chantiers, ça va pas forcément prendre énormément de temps. D'avoir pris le temps de se poser et de réfléchir à ça, déjà c'est quelque chose de précieux parce qu'on le fait pas au quotidien. Donc c'est un gros point positif sur la démarche Lean. Donc on a pu, grâce à la VSM, identifier tous les points qui pouvaient être améliorables. Et parfois c'est pas forcément des choses qui vont prendre beaucoup de temps, mais qui vont permettre d'en faire gagner par la suite. Par exemple, on a travaillé sur l'accueil des personnes, que ce soit au téléphone ou en physique. Tout simplement en mettant en place un système beaucoup plus adapté au niveau de l'interphonie. Au niveau du standard téléphonique, on avait un outil qui n'était pas adapté, qui ne permettait pas d'être suffisamment réactif. Donc on a pu trouver un outil qui nous convenait et qui nous permet de réduire soit le temps d'attente, soit d'optimiser la réponse qui peut être apportée au client. Donc forcément, nous, ça permet de gagner en qualité au niveau de notre accueil. On a également travaillé sur des outils assez simples, comme notre outil de gestion par exemple. On avait quelque chose qui, encore une fois, n'était pas adapté. L'idée, c'est d'identifier ce qui ne va pas et qui pourrait être amélioré. Et parfois, on a l'impression que la montagne est trop grosse. Et en fait, il suffit de se poser, de se dire qu'est-ce qui coince et comment on pourrait l'améliorer. Et puis les solutions sont trouvées toutes seules. Est-ce que tu peux donner l'exemple justement
un peu des caillots, c'est-à-dire des solutions qui ont été compliquées. Il a fallu s'arracher pour les mettre en place. Alors on avait identifié et on a pu le quantifier, on avait vraiment un retard au niveau de l'envoi des devis. On fait beaucoup de particuliers, donc ce sont pas forcément de gros devis, ça demande du temps sur place pour pouvoir prendre le temps de vraiment faire le relevé et de bien prendre connaissance des attentes des clients, de pouvoir leur apporter une réponse qui corresponde à leurs attentes. Et du coup, on avait quand même des délais de réponse qui étaient assez longs. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a pu travailler grâce au Lean. Alors c'est malheureusement quelque chose où on peut pas répondre en 24 heures. Forcément, il faut toujours prendre du temps, on veut toujours faire mieux. On a pu l'améliorer, on y a passé du temps, mais c'est quelque chose qu'on va encore travailler pour être toujours plus réactif. Est-ce que tu as au contraire des exemples à donner sur des combats qui ont été hyper simples à gagner et qui aujourd'hui sont tellement intégrés dans votre façon de fonctionner que vous vous en souvenez plus? Alors ce que je disais, c'est une entreprise qui a plusieurs décennies et il y avait peu de choses qui étaient numérisées. Donc il y a beaucoup de papier. Voilà. Et donc c'est vrai qu'on a fait un bond en avant énorme sur ça et essayé de beaucoup plus dématérialiser. Donc maintenant c'est ancré dans nos habitudes et dans nos process et on se souvient pas forcément qu'au départ quand on est arrivé, le moindre document était imprimé et qu'on avait des piles de dossiers sur le bureau. Donc il y a eu autant des sujets faciles que des sujets qui aujourd'hui sont pas encore gagnés. Est-ce qu'il y a un autre chapitre après cette grosse analyse et ce gros travail sur la cartographie du processus? Est-ce qu'il y a eu un autre chapitre dans la démarche, un truc marquant? Oui, le troisième grand chapitre finalement du Lean, c'est de finaliser cette transmission, puisque l'entreprise pendant de nombreuses années a entièrement reposé donc sur mon père qui est le fondateur de l'entreprise et aujourd'hui au fil du temps on est passé à une transmission qui aujourd'hui doit être actée, on va dire définitivement, et donc pour ça on a travaillé avec toi du coup avec la mise en place de sessions de formation, c'est-à-dire que régulièrement on a des créneaux où en fait il nous transmet son savoir, on prend vraiment le temps d'avoir ce temps de transmission. C'est vrai qu'au quotidien, forcément, on observe, on analyse, on échange, mais là, c'est vraiment un temps où on se pose et on prend un sujet, et en fait, il est devenu notre formateur. C'est vrai qu'il y a plusieurs formats qu'on peut avoir dans une transmission d'entreprise. Ce qui se fait classiquement, c'est vol petit oiseau, je te donne les clés et puis débrouille-toi. Moi, je me barre. Parfois, c'est moins cohérent, c'est voilà les clés, moi je me barre, mais je continue à mettre mon nez partout. Ça, c'est un peu moins cohérent, parce que quelque part, je donne pas les moyens de vraiment aller au bout des choses. Et vous avez eu, de façon assez exemplaire d'ailleurs, vous avez mis les moyens de dire, on va bien transmettre, on va vraiment transmettre. Ton père Philippe a été jusqu'à se transformer en formateur, en imaginant ce qu'il fallait transmettre, donc en imaginant en fait le référentiel, le programme de formation. Aujourd'hui, comment ça se passe cette formation ? Donc aujourd'hui, en fait, il intervient dans l'entreprise en tant que consultant. Voilà, c'est son titre officiel. Donc il intervient sur les gros dossiers qui ont été identifiés comme stratégiques, on va dire, pour l'entreprise et sur lequel on nécessite son expertise. Et puis régulièrement, donc on est à un rythme à peu près de une fois par semaine à une fois tous les 15 jours. On a ce temps de formation. Donc pour ça, on a modifié nos locaux. Donc on a créé une salle de formation, donc qui est utilisée aussi pour les formations à destination de l'ensemble du personnel. Et dans cette salle de formation, donc on a comme une école, on a notre tableau blanc, l'écran qui nous permet de diffuser en fonction de ce qu'il veut nous transmettre. Et bien sûr, on a un espace pour pouvoir échanger, donc soit tous les deux plus sur un point de vue technique, soit tous les trois sur la stratégie et la gestion de l'entreprise. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait s'approcher d'un dispositif qui s'appelle l'AFEST, Action de formation en situation de travail, et qui nécessite une ingénierie pédagogique. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans la boîte à outils du Lean, le fait de transmettre, parce que ça permet derrière d'optimiser des connaissances, du savoir, et donc de la productivité. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Tu nous as raconté ce qui avait changé dans le dépôt, même s'il y a des choses qui sont pas forcément acquises. En tout cas, il y a des choses où il faut continuer à se battre parce que ça peut se casser la figure, ce qui est normal, c'est classique dans un dépôt. C'est un truc dans lequel il y a tellement de choses qui rentrent et qui sortent que statistiquement, il y a forcément toujours une situation dans laquelle ça peut se recasser la figure. En termes de processus, est-ce que il y a des choses qui sont définitivement acquises et tu te dis tiens, là si on regarde en arrière, on a vraiment passé un cap, on a passé un cran?
Effectivement, il y a un cap qu'on a pu passer grâce au Lean, c'est la répartition au niveau des missions. C'est-à-dire qu'on a pu vraiment identifier qui faisait quoi, quelles étaient les responsabilités de chacun, et ça permet de gagner du temps au quotidien et surtout de fluidifier la communication. On n'a pas d'attente les uns vis-à-vis des autres puisque chacun sait ce que l'autre a à faire. Alors, 2 ans, ça peut paraître long, ça n'a pas été 2 ans continus pour autant. Oui, effectivement, il a fallu, j'en parlais tout à l'heure, il a fallu s'adapter aussi à l'activité du quotidien. Et donc la démarche Lean, c'est quelque chose qui nécessite un investissement. Et si on n'est pas disponible pour s'y investir, finalement tout le monde perd son temps. Donc on a eu effectivement une pause d'à peu près 6 mois, je crois, pendant le temps du parcours, pour pouvoir vraiment avancer sur les dossiers en parallèle. Et puis une fois qu'on était à nouveau prêt à remonter et à être d'attaque, on est reparti. On a mené donc tous ces chantiers et aujourd'hui on se rend bien compte que le Lean, ça nous a apporté bien plus que ce qu'on imaginait. C'est-à-dire que en fait le Lean, c'est prendre le temps de se poser, de réfléchir à ce qu'on n'a pas le temps d'analyser quand on est pris dans le quotidien et justement de pouvoir améliorer ce quotidien. C'est vraiment l'objectif du Lean et les améliorations, on les a clairement vues dans de nombreux axes auxquels on s'attendait pas et on a même pu travailler, je sais pas si tu voulais l'aborder, on a pu travailler sur d'autres dossiers et par exemple notre démarche RSE, on a pu travailler sur notre règlement intérieur, voilà, on a pu un peu peaufiner toute l'entreprise, toute l'activité de l'entreprise et ça nous a permis concrètement de gagner des marchés. Oui, de toute façon, à partir du moment où ça consiste en une amélioration parce que l'entreprise en a besoin, ça rentre dans une démarche Lean. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui est un petit peu difficile, c'est qu'on se dit est-ce que c'est dedans ou est-ce que c'est pas dedans. Oui. En fait, en étant un petit peu plus royaliste que le roi, mais en fait tout rentre dedans. À partir du moment où on est en train de construire une amélioration pour l'entreprise, on fait du Lean. Mais parfois c'est une amélioration parce qu'il y en a besoin pour gagner des marchés, parfois c'est une amélioration parce qu'il y en a besoin pour améliorer l'image, parfois c'est pour améliorer la productivité, parfois etc. Donc ça peut être extrêmement large. Alors tu disais quelque chose qui me fait penser à l'image du toubib. Au final, c'est vrai que la démarche Lean, c'est comme aller voir un toubib. Tu vas le voir pour savoir ce qui va pas. Tiens, qu'est-ce qui m'arrive, docteur? Le toubib va te faire une prescription. Prends tel médicament. Déjà, va l'acheter. Et puis après, prends-le. Donc parfois, il y a besoin d'un petit peu de temps parce que l'ordonnance, on l'a. Maintenant, si l'ordonnance c'est prends telle gélule pendant 6 mois toutes les semaines, prends-la. Et parfois, il y a besoin d'une séance pour pas oublier de prendre sa gélule, mais en fait on savait déjà qu'il fallait la prendre. C'est exactement ça et ça a évolué au fil du temps. C'est-à-dire que on avait identifié par exemple grâce à la VSM de nombreuses actions à mettre en place et le fait que tu reviennes régulièrement, ça nous permettait de faire le point et de remettre un coup de boost, c'est-à-dire ok, on a avancé, pas assez ou on a bien avancé, il faut continuer et ça nous redonnait la motivation de relancer la machine. Tout à fait. Et d'ailleurs ça s'est aussi ressenti sur la fréquence des séances qu'on faisait ensemble. Oui, on les a adaptées vraiment en fonction de ce qu'il était nécessaire de faire. Au départ, elles étaient très rapprochées pour pouvoir faire vraiment le bilan. Les premières, on a dû les faire, on était à 1 à 2 fois par mois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et puis là, maintenant, on est sur un rythme à une fois par mois, voire tous les 2 mois. Et qu'en disent les techniciens avec tout ça? Alors, on a de la chance, on a des techniciens qui sont quand même investis et du coup, on parlait tout à l'heure du dépôt. Ils ont la volonté de perfectionner, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, et donc sont force de proposition. Donc, on a identifié un responsable du dépôt qui nous fait remonter ce qu'on pourrait améliorer et qui le met en œuvre. Après, on a beaucoup travaillé au niveau des bureaux et le Lean sur chantier pourrait être une future étape si le constructif nous l'accorde. Si on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a des choses alors on a parlé de tes techniciens, et toi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont changé? Ou est-ce que tu as l'impression que tu n'es pas la même personne qu'il y a 2 ans, quand on a commencé, parce qu'il y a des choses que tu as intégrées même à ton quotidien ou à ta façon de travailler? Alors le Lean, ça permet en fait d'avoir plus de lisibilité, de pas se laisser noyer par des détails inutiles, mais d'essayer d'aller à l'essentiel. Voilà, quel est mon objectif, comment je peux l'atteindre et qu'est-ce qui bloque et comment je peux le débloquer. Donc moi, ça m'a permis d'avoir déjà le fait de te voir régulièrement, ça permet d'avoir un peu un regard extérieur, d'avoir du soutien aussi.
Et puis surtout, ce que j'ai trouvé très très intéressant dans cette démarche, c'est de pouvoir faire des retours d'expérience avec d'autres entreprises. Ça m'a permis de rencontrer des partenaires, ce sont devenus des partenaires, sur le bassin et même plus, et des personnes avec qui je suis en contact, avec qui on a pu échanger, qui ont partagé leur expérience et qui ont pu me permettre à moi de mettre en place des choses dans mon entreprise. Donc il y a ce côté-là aussi qui est très très intéressant sur cette démarche. Ouais, l'aspect collectif que propose la Fédé dans ce parcours. Tout à fait. Pour toi, tu penses qu'une démarche comme ça, elle est faisable par tout le monde? Elle est dangereuse? Tout le monde peut la faire? Parce que j'entends souvent des entreprises qui disent bon, moi je suis une PME du bâtiment, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas, ce machin c'est un truc industriel. C'est quoi ce lehan? Il y a évidemment des partis pris. Moi je suis vendeur de lignes, alors je suis le premier à dire c'est pour tout le monde, mais le fait d'avoir une entreprise qui le vit de l'intérieur, c'est intéressant d'avoir son point de vue. Je pense que le maître mot, déjà, c'est adaptabilité. Il n'y a pas une démarche ligne qui ressemble à une autre. Il y a des grands principes, mais après, moi, en tout cas, je l'ai ressenti. Il y a eu vraiment une adaptabilité à notre entreprise, à nos problématiques. Donc, est-ce que c'est adapté à tout le monde? Je dirais bien sûr que oui. Après, est-ce que tout le monde peut se lancer? Je dirais non, parce qu'il faut vraiment être convaincu, c'est-à-dire être prêt à s'investir. Ça ne se fait pas tout seul. Voilà, non dans ce sens-là. C'est-à-dire que si on y va, convaincu, on le sera rapidement grâce à tout ce qui va pouvoir être mis en place. Mais par contre, ça nécessite un investissement. Et tu peux peut-être dire quelques mots, puisque en 2 ans, il y a eu plusieurs points collectifs qui t'ont permis d'échanger aussi avec d'autres dirigeants qui faisaient une démarche ligne. Est-ce que tu peux donner des exemples de démarches lignes d'autres entreprises qui t'ont inspiré? Je me souviens sur un des retours d'expérience qu'on avait fait sur Toulouse, il y a l'entreprise Masclo Toiture qui avait parlé d'un outil Trello qu'ils avaient mis en place pour pouvoir optimiser leur gestion de tous les appels et de toutes les demandes entrantes. Hugo était très enthousiaste et très communicatif du coup par rapport à son enthousiasme, et c'est vrai que ils nous ont expliqué tout le temps que ça leur permettait de gagner, et ça m'a inspiré effectivement pour mettre l'outil en place. Alors on a fait des essais aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé la méthode qui nous convenait, mais ça reste quand même dans un coin de ma tête parce que concrètement j'ai pu voir ce que eux ça leur a permis de gagner, et du coup forcément ça m'a donné envie. C'est vrai que, de mémoire, quand on a mis cet outil en place chez Masclo, Hugo et Pierre, ils ont gagné chacun entre 1/4 et 1/3 de leur temps par semaine. Donc c'est plutôt que de courir après l'info parce qu'on la met quelque part et puis après on la pomme, et après il faut la rechercher pour la filer à quelqu'un d'autre, c'est vrai que c'était un outil centralisateur et pour ça Trello est très bien fichu. Alors qu'est-ce qui fait selon toi qu'il y a eu des freins? Parce que ça peut intéresser aussi les gens qui écouteront ce podcast, de se dire tiens, Laurie a eu ses freins, tiens ça me fait penser à quelque chose, je peux avoir les mêmes chez moi, il faut travailler dessus parce que j'ai pas envie de me prendre les pieds dans le tapis ou de perdre du temps. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Le point fort de cet outil, c'est d'arriver à optimiser toutes les données entrantes. La difficulté, c'est que ça demande une organisation et une gestion qui soient partagées. Et donc, en fait, nous, on est plusieurs à pouvoir intervenir donc sur cet outil-là. Et c'est simplement qu'il faut arriver à se coordonner, à prendre le temps de trouver l'organisation qui permettra à chacun de trouver l'information et l'action dont il a besoin. Donc finalement, on est peut-être en train de parler juste de pas grand-chose et on peut peut-être rapidement le solutionner finalement. Juste une question de temps et de communication, non? Oui, il y a souvent des c'est un sujet dont je parlais il y a pas si longtemps avec Nicolas Sabatier de Provence Bâtiment Plus, une boîte d'étanchéité qui a participé à ce podcast également. On s'est rendu compte que quand on fait la liste de tous les freins ou de toutes les bonnes raisons qui peuvent expliquer qu'une action n'a pas avancé, souvent il y a c'était fatal. Clairement, on n'a pas pu. J'ai pas pu. C'était matériellement impossible, il a fallu faire des choix, et puis ces choix ils étaient vite faits. Et parfois, c'est pas si tranché que ça. Il n'y a pas c'était fatal, j'ai pas pu. Il y a au final, j'ai fait un choix facile de botter en touche, et en fait je me suis pas vraiment décidé à le faire, j'ai pas appuyé assez fort. Voilà. Alors parfois il y a d'autres raisons qui sont des raisons qui sont plus complexes. Voilà, je ne comprends pas.
Ça, j'arrive pas à l'utiliser. C'est pas ma façon de penser et mentalement, je suis en train de faire un effort tellement énorme pour utiliser ce machin que c'est plus facile pour moi de pas l'utiliser. Quelquefois, c'est encore plus complexe. Là, on commence à partir dans la pure psychologie. J'entends que cette solution existe, mais en fait, elle ne m'intéresse pas. Mes vrais problèmes sont ailleurs. Donc là, on entre un petit peu dans la psychologie du changement. Et c'est justement tout ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à mettre le doigt sur des vraies raisons psychologiques valables, plutôt que sur des paradigmes, en fait. Ouais. Alors Laurie, ça fait 2 ans qu'il y a cette démarche Lean. C'est quoi la prochaine étape chez Bulls Électricité ? Alors, la prochaine étape, on y est en plein dedans en fait, c'est la mise en œuvre définitive de cette transmission et de pouvoir permettre un départ à la retraite de mon père. Et donc, on va poursuivre ces actions de formation et on va poursuivre notre démarche Lean jusqu'à la fin de l'année. Seul sujet ? Il y en a toujours. Il y en a toujours plein d'autres. Et bien, comme je l'ai dit, on va continuer au niveau du dépôt. Donc, on a défini ce responsable de dépôt qui va pouvoir optimiser ce qui a déjà été mis en œuvre. Et puis après, je pense que comme toute entreprise, notre objectif, c'est d'optimiser notre rentabilité. Et donc là, on a commencé à travailler un petit peu sur l'analyse chantier par chantier. Et donc, on va poursuivre la mise en place de tous ces outils pour assurer notre suivi au quotidien. Oui, c'est vrai qu'analyser des chantiers avec un outil qui n'existe pas, c'est compliqué. Donc l'étape d'avant, c'est déjà d'arriver à mettre en place tout le système pour que le suivi des chantiers soit possible. On peut peut-être ajouter aussi une petite question, c'est sur ta posture, toi, et ton apprentissage quelque part de la philosophie Lean. Est-ce qu'il y a des choses que tu as intégrées et tu te fais parfois la remarque, ah tiens, ça, j'aurais pas forcément pensé de cette manière-là il y a 2 ans par rapport à des choses que tu peux voir à l'extérieur de l'entreprise ou chez tes clients, chez tes fournisseurs, en tout cas à l'extérieur de chez Bulls Électricité. Alors déjà à titre personnel, ça a eu un impact, c'est-à-dire que on voit pas les tâches de la même manière. On essaye de tout optimiser maintenant, de gagner du temps et de structurer tout ça. Alors c'est pas forcément négatif, il faut pas que ça devienne non plus une obsession. Je crois que toi par contre au quotidien ça a eu un impact. Je suis pas à ton niveau encore. Et après oui. Je ne suis pas ma boule. Et du coup, après au niveau entreprise, effectivement, j'ai eu depuis le démarrage de la démarche Lean, j'ai eu à visiter des dépôts. Et c'est vrai que je me rends compte qu'en fait, j'ai une toute autre analyse. Je vois des détails que je ne voyais pas avant et je vois les améliorations qui pourraient être faites. Donc non, c'est plutôt intéressant. Merci Laurie pour ton témoignage. Le petit mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter en particulier ? Déjà merci à toi Paul, merci pour le temps que... Un plaisir Laurie. Merci pour tout le temps que tu nous as accordé et puis surtout merci à la Fédération Française du Bâtiment de nous avoir permis d'accéder à ce programme sur une si belle durée et grâce à elle on a pu mettre en place de belles choses dans l'entreprise. Merci Laurie. Merci d'avoir écouté Lean et Construction, témoignages et leçons. Chaque entreprise a son propre parcours unique, alors n'oubliez pas de suivre les prochains épisodes pour découvrir d'autres histoires et apprentissages. À bientôt.